Tangente, le podcast de Hajar Bali. Tangente. Conversation intime dans un lieu familier à mon invité selon sa convenance. Nous choisissons ensemble le moment propice à la confidence. Faire entendre des voix que l'on n'entend pas ou que l'on entend différemment. Offrir l'espace et le temps du podcast à une parole. Réinterpréter aujourd'hui. Privilégier l'incertitude et le détour. Écouter pour mieux voir. En plus d'être bédéiste, Nawel Ouirad est dramaturge, scénographe, architecte. J'ai découvert son premier roman graphique, Les Vêpres algériennes, dès sa sortie en 2012. Il a été adapté au théâtre, dans une mise en scène de Nawel et de Géraldine Mercier. Ce premier ouvrage m'a fascinée. Je me souviens de dessins avec des corps trop longs, trop inquiets, tendus. Et je me souviens aussi d'un texte singulier qui ressemblait à une quête d'une pensée globale. Voilà que je retrouve Nawel, 10 ans plus tard, avec dans le regard cette lumière propre aux sages d'Orient. Que c'est beau à voir et à entendre. Bonjour Nawel Ouirad. Bonjour Jalil. Moi je t'ai connue à travers tes écrits au début. Oui. Tu écrivais et tu dessinais en même temps. C'est-à-dire que tu faisais des textes dans des BD, on peut appeler ça ou là? Oui, des bandes dessinées. Maintenant, on utilise souvent le terme roman graphique. Mais j'aime bien le terme bande dessinée. C'est-à-dire roman graphique, c'est un peu la nouvelle BD qui est née les années 2000 et tout. Mais c'est de la bande dessinée, ouais. Mais ces textes que tu faisais, justement, m'avaient fasciné. Tu as un monde à toi, imaginaire, très poussé, philosophique, physique. Alors, alors mon processus d'écriture, il naît toujours d'une problématique. Je me souviens que lors de la première bande dessinée, c'était à la fois une commande pour le cinquantenaire de l'indépendance. Donc je pouvais répondre ou pas. J'ai voulu répondre tout en m'octroyant toutes c'est-à-dire les libertés. Et devant les questions mémorielles ou la même identitaire, j'ai beaucoup de questions. Je n'arrive pas à me situer, même en tant qu'Algérienne. Donc je me suis posé la question. Oui, je me suis posé la question de tout simplement ce que me fait l'anniversaire de commémoration de notre indépendance. Et j'essaye d'être la plus authentique possible. Mais on ne l'est jamais, bien sûr, quand on s'adresse, on ne l'est jamais tout à fait. Et on est dans une posture de l'artiste, toujours en tout cas pour moi, j'ai toujours un effort à faire pour sortir de certaines postures. Certaines postures. Donc ma démarche, je pense, de la bande dessinée, elle ressemblait un peu à ma pensée, c'est-à-dire que je croise plein d'outils pour comprendre les choses. Et donc effectivement, la physique quantique, quand elle débarque dans la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans la vie pour comprendre la complexité des choses, certaines choses. Et voilà, donc aussi, il y a l'anthropologie qui m'intéresse. Donc j'aime bien le croisement, même s'il n'est pas du tout, bien sûr, je n'ai aucune expertise là-dedans, mais c'est des intuitions, on va dire. Justement, la quantique, j'y pensais l'autre jour, cette idée que l'observateur influe sur la chose observée. Oui, tout à fait. Et j'en suis même arrivée à me dire, peut-être, ça c'est une petite théorie, comme tu dis, sans être experte ni quoi, peut-être que, je ne sais pas, n'importe quelle découverte physique
parfois ils te disent la théorie a précédé la découverte, comme pour le boson de Higgs ou des choses comme ça. Est-ce que en réalité c'est pas nous qui influons sur cette chose qui va arriver, puisqu'on l'a pensé. Oui. C'est comme si l'humain était lui-même le créateur de ce qu'il voit. Oui, tout à fait. Anna, je réfléchis beaucoup en ces termes à la pensée créatrice. C'est vrai qu'on n'a pas encore de preuves tangibles, si ce n'est que, par exemple, si on prend le cas Carl Gustav Jung qui a développé l'idée des synchronicités, c'est-à-dire d'événements remarquables, mais qui sont en dehors de la causalité et qui font écho à l'histoire de l'individu. C'est-à-dire là, Carl Gustav Jung, il a lancé un pavé dans la mare qui est maintenant très très à la mode, les synchronicités. C'est l'influence directe d'une conscience sur les événements du réel. Il a eu une correspondance avec un physicien justement quantique, Pauli, je pense. Donc il a eu une correspondance sur le thème qui est effectivement donc dans le monde le nouveau spirituel qui se développe beaucoup et le coach et comment on appelle ça, le développement personnel, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et personnellement, j'y crois bien sûr avec des pincettes, c'est-à-dire après le danger dans cette nouvelle notion, c'est de surinterpréter ou de tout qualifier comme synchronicité. Mais je crois réellement à la pensée créatrice. Et effectivement, la présence d'une conscience, d'un observateur fait dans une expérience de type quantique, par exemple les histoires de dualité, dans la lumière de particules ondes, effectivement le simple fait de placer un instrument de mesure qui est relié à une conscience humaine va modifier la nature de cette lumière de l'électron. Donc oui, ça nous questionne. Alors ça questionne le monde microscopique, mais vraiment l'infiniment petit, plus que microscopique. Et ça questionne, alors là on sort des sciences, mais ça questionne le macroscopique. Et une fois j'ai lu une étude intéressante sur Belek, c'est la seule fois où les scientifiques ont en quelque sorte observé des événements quantiques dans le macrocosme. C'est les vagues scélérates. Les vagues scélérates, c'est des vagues gigantesques. C'est drôle, c'est long. Scélérates, gigantesques qui sont légendaires, que les marins décrivent, surtout au sud de l'Afrique, le Cap Horn entre autres. Mais elles apparaissent un peu partout dans les océans. C'est des vagues mais gigantesques qui cassent des paquebots énormes, des navires marchands énormes. Et les marins décrivent des murs de dizaines de mètres de haut. Et la forme de cette vague scélérate ressemble par certains aspects, je ne saurais pas décrire exactement, j'ai oublié, mais dans sa formation, comme comment on appelle ça, une singularité quantique, c'est-à-dire c'est une émergence qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui ressemble dans sa forme à un événement quantique. Un événement quantique, c'est-à-dire c'est une apparition presque ex nihilo, et même dans la forme de la vague, quelque chose de l'ordre des ondes électromagnétiques, par exemple. Et ces vagues scélérates, elles sont inattendues, ça veut dire que c'est totalement imprévisibles. C'est ça. On n'arrive pas à comprendre parce qu'elles surgissent de nulle part et elles sont gigantesques et elles ont une forme particulière qui ne ressemble pas aux autres vagues qu'on arrive à expliquer par il y a quelques films très rares. Et on voit les bateaux en tout cas détruits complètement à voir. Et donc là, tu penses que ça n'est pas l'esprit humain qui les... Alors, j'en sais rien, mais c'est comme si c'était un lieu, la vague scélérate, de rencontre du microcosme, de quelque chose, d'un monde qui est invisible. Totalement invisible, complexe et qui réagit à des choses qu'on ne comprend pas vraiment, avec un monde de causal, le nôtre, c'est-à-dire
macrocosmique où une cause ramène un résultat. Sauf qu'il y a, avec les synchronicités, il y a par exemple la vague scélérate qui échappe, en tout cas jusqu'à maintenant, à l'explication causale. Et mais peut-être que l'esprit, peut-être qu'on n'a pas assez sondé l'esprit humain ou les esprits humains, c'est-à-dire le fait qu'on soit, je ne sais pas combien de milliards d'individus. Est-ce que, moi je me demande si on n'est pas, si on ne se rencontre pas quelque part, s'il n'y a pas comme un monde, un deuxième monde dans lequel on est en train de créer tout ça, y compris ces scélératesses, ces destructions de ce qu'on crée nous-mêmes. Oui. Moi je crois au collectif. Alors toujours pour prendre toujours le biais de Carl Gustav Jung, déjà l'inconscient collectif, c'est un indice très impressionnant de la connexion. Je vais donner un petit exemple pour illustrer. C'est donc Carl Gustav Jung qui va visiter des malades psychiatriques, je crois aux États-Unis. Et je crois qu'il visite un malade afro-américain, le malade qui lui dit regarde le soleil qui projette par son phallus le vent. Bon, Carl Gustav Jung note le délire. Donc le patient imagine ou voit, il n'imagine pas, il voit, c'est-à-dire du vent sortir du soleil par un phallus. Quelques années plus tard, Carl Gustav Jung découvre que dans je ne sais plus quelle ethnie, dans quel pays d'Afrique, je me demande si ce n'est pas le Mali, mais je ne suis pas sûre. Malheureusement, j'ai perdu la mémoire. Mais il découvre un mythe local, très très local, qui est exactement le même. Ça veut bien dire qu'on est connecté à un fond. Et le fait qu'il soit afro-américain, ça pourrait prouver que... Ça pourrait prouver, oui, qu'il porte en tout cas dans ses gènes. Oui, dans sa mémoire, certains disent mémoire cellulaire. Tout cela est que dans la maladie psychiatrique, qui n'est pas qu'une maladie, c'est là où nos sociétés sont, nos sociétés mondiales, celles qui appliquent la médecine occidentale, n'est pas qu'une maladie, c'est aussi une ouverture sur un monde qui nous échappe et qui serait intéressant d'étudier, bien sûr, tout en soulageant les personnes qui souffrent. Mais le fait de stigmatiser la maladie, le malade psychiatrique, fait de lui un malade. Dans d'autres sociétés, peut-être là dans le passé, il ne serait pas malade, il serait chaman. Il y a un chaman qui a dit pourquoi vous enfermez vos chamans. Oui, pourquoi vous enfermez vos chamans. Mais sur l'idée de la création collective aussi, c'est ce qui revient beaucoup dans les spiritualités modernes, c'est-à-dire on est co-créateur. Et on dirait presque que, est-ce que Dieu, ça ne serait pas ça justement, ça ne serait pas toute cette collectivité de... Oui. Et ça n'est pas contradictoire, pas si on y réfléchit pas bien, du tout, avec l'idée... Que Dieu n'est pas... En fait, et je pense que dans l'islam, même dans toutes les grandes religions, c'est assez clair, mais en même temps discret. Dieu n'est pas un diémurge. Il n'est pas venu créer des choses tout en restant à l'extérieur. La personne qui est diémurge dans les récits du livre et tout, c'est Lucifer. C'est-à-dire c'est un Dieu extérieur ou un créateur extérieur. Mais dans les religions du livre, Dieu est tout. Donc c'est un continuum. C'est nous, c'est un continuum, c'est la matière, et après voilà la conscience. Pourquoi ça? Oui. C'est en même temps passionnant parce qu'on a l'impression d'être près de toucher quelque chose, mais il y a quelque chose qui... J'ai une petite, parfois une vision, la conscience, c'est quand même... La conscience, je me dis vraiment, c'est comme si on était... si c'était une conscience globale qui s'est diffractée pour expérimenter... des choses. C'est ça le Big Bang, quoi. Oui, c'est diffracté. C'est-à-dire, je te vois, mais en fait, c'est dangereux de penser comme ça. Si tu es un peu moi, un peu toi, et on est en train d'expérimenter cette conscience globale, elle est en train d'expérimenter par le miroir, et même toute chose vivante, ou peut-être pas vivante, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Le bois. Je ne sais pas si tu connais le Kybalion. C'est
C'est un Non. texte alchimiste, très intéressant. Bon, il y a des principes et tout. Et en gros, ce texte alchimiste, on ne sait pas d'où il vient, c'est peut-être des bêtises, ou là, mais c'est très intéressant pour la curiosité intellectuelle. Mais il décrit, dans ce texte, on décrit tout comme étant donc, des fréquences, que ce soit la matière qui est Solide. les atomes en mouvement, mais à une certaine vitesse, la lumière à une certaine... C'est une onde à une certaine vitesse. Alors, les émotions seraient la même chose, une certaine vitesse, les pensées à une certaine vitesse, et la conscience aussi. Donc, il y aurait des niveaux infinis de... Et donc, c'est là où on peut se dire, on ne sait pas jusqu'où va la conscience. De toute façon, on ne sait pas la limite des choses. Là, en tant qu'humain anthropocentré, égocentrique et tout, on la voit à travers notre être et tout. D'ailleurs, on la situe dans la tête, bizarrement. Elle est dans tout le corps et tout. Oui, fascinant, parce qu'on retombe quand même toujours dans le paradoxe. C'est-à-dire, t'as le premier. Pourquoi ça? Enfin, pourquoi ce monde? Oui. Comment? Ouais. Pourquoi la fameuse phrase qui est Anna qui me... Quand j'étais petite, ça me faisait quelque chose. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est ça. Donc, toute petite déjà, Ah oui, Anna, j'ai eu des problèmes existentiels dès l'âge de... Je me souviens de 3 ans, quand je me disais, il est où Dieu? Pourquoi? Je lui parlais pour essayer de comprendre. Ça m'a tout de suite... Je pense que les gamins, mais les enfants sont... Surtout à l'âge de 2-3 ans, j'ai l'impression qu'ils sont très existentiels. Et après, ça leur passe ou on les éduque de façon... Oui. Le social, il nous coupe un petit peu de ça. Et donc, raconte, comment tu es arrivée au dessin Je crois que Parce qu'en même temps, tu as toujours cette pensée en toi qui te porte. Alors je pense le dessin, dès le départ, c'est-à-dire le dessin d'enfant, et ça a tout de suite été une forme d'exutoire, parce que j'étais une enfant anxieuse, très anxieuse. Donc, je me souviens que je dessinais plein de petits bonhommes les uns sur les autres, des pyramides humaines. Et j'avais une obsession, il fallait que je distribue les dessins à la maison, aux membres de ma famille, de manière équitable. Il y avait une sorte de rituel païen, très important pour moi. C'était un truc super important. Bon, le dessin, chez moi, il est resté toujours assez répétitif, obsessionnel, mais il m'a toujours accompagné. C'est comme un exutoire, mais le fait de raconter une histoire n'est venu que très, ou de pouvoir raconter des histoires n'est venu que très, très tard, parce que, en quelque sorte, j'avais l'impression d'avoir un univers trop restreint par la répétition de mes sujets dans mon dessin. C'est un peu grâce au théâtre, à l'ouverture au théâtre et à la danse que j'ai décomplexé. C'est-à-dire j'ai vu des personnes qui travaillent avec des petits motifs. On peut faire une histoire avec peu de choses et que ça ait quand même du sens. Et donc petit à petit j'ai cheminé comme ça. Et en ce qui concerne l'aspect oriental, il est venu, on va dire, assez tard. J'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, au taoïsme, par exemple, philosophie chinoise, etc. Vers 2000... Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, parce qu'on a des idées comme ça très généralistes. Mais toi, en quoi tu t'es sentie impliquée, intéressée? C'est-à-dire, le taoïsme, c'est une philosophie à la fois très complexe et très, très, très simple. C'est vraiment basé sur le non-agir. Le non-agir qui est une notion très complexe que je ne comprends pas tout à fait et qui ne veut pas dire l'inhibition de l'action, mais qui veut dire un petit peu accepter l'acceptation et la vie en harmonie, avec les événements qui soient positifs ou négatifs. C'est-à-dire c'est vraiment une manière de naviguer dans la vie harmonieuse qui est très inspirée de la nature, des animaux, donc dans les récits taoïstes, les principaux qui sont Lao Tzu, Chuang Tzu et Ye Tzu. Et c'est souvent des petites histoires parfois drôles, mais d'une profondeur impressionnante. Et c'est une philosophie, donc aussi spiritualité, voire religion, je l'apprends plus
on va dire côté spirituel, entre la religion et la philosophie, mais qui est très intéressante parce qu'elle est pleinement équilibrée entre terre et ciel. D'ailleurs, il y a souvent la notion qu'un humain, en tout cas, ou un être vivant, va trouver son équilibre entre terre et ciel. Donc à la fois dans les jambes et dans la tête. Sur terre et la tête. Et c'est dans cet équilibre que se réalise l'harmonie, et puis que le Tao, qui veut dire ou le Dao, qui veut dire la voix, devient quelque chose de compréhensible, on va dire. Et donc je suis un peu allée vers ça parce que j'ai toujours eu tendance à ignorer le corps, à ne pas le comprendre et être plus dans le mental, un mental envahissant, car le mental en plus il est souvent perverti par tout ce que... Parce qu'on pense penser par soi-même, mais finalement c'est des choses... C'est nos lectures, c'est nos rencontres. Ouais. Et du coup c'est là aussi où on voit le poids du collectif, de l'histoire et tout. C'est-à-dire peu de pensées émanent de moi-même. Très très peu, Belek. Il paraît qu'on pense 90 000 fois par jour. Ah oui. Oui. Et que Belek, 85% voire plus sont répétitives. Et il y en a très peu qui sont créatives. Donc l'idée c'est de réduire les pensées répétitives qui font de nous un peu des robots et qui font aussi de nous des personnes Belek indifférenciées. C'est-à-dire on peut être interchangeable parfois. Donc voilà, c'est ça l'idée. L'idée c'est de cheminer vers moins d'activité mentale et plus de matière, plus de spiritualité dans la matière, c'est-à-dire par le corps, par l'observation des sensations, des appuis, la méditation. Et tu y arrives? Pas tout le temps. Là, en ce moment, depuis les histoires de confinement, de Covid et tout, je pense qu'il y a une anxiété collective. Et donc, par exemple, la méditation, mais assez difficile. Ouais. C'est drôle, et pourquoi? Est-ce que parce qu'on a beaucoup de pensées qui se... Je pense que le mental collectif... Et comme tu disais, la même qui revient, c'est-à-dire la même pensée que tu n'arrives pas à changer, que tu n'arrives pas à chasser aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense là, on est dans le collectif, on s'est indifférencié. C'est très intéressant parce que quand on voit les gens quand je vois tout le monde masqué, par exemple, c'est un signe d'indifférenciation. C'est symbolique, ça, mais le symbole Marat, il fait des incursions dans le réel qui sont très intéressantes. C'est-à-dire le fait d'être tous masqués, c'est un peu comme les carnavals. Le carnaval, dans toutes les traditions du monde entier, le principe du carnaval, c'est créer l'indifférenciation par le masque. C'est d'être le même. Mais on couvre notre singularité pour communier et pour... J'aime bien l'anthropologue qui est mort il y a quelques années, René Girard, qui parle en fait, il a étudié ce phénomène de carnaval, qui parle de crise mimétique, le carnaval. On rejoue une crise mimétique. Et une crise mimétique, c'est quoi? C'est un moment où le groupe humain finit par s'indifférencier. C'est-à-dire il n'y a plus d'individus, mais il y a un groupe humain où les personnes sont indifférenciées et où la violence va circuler de manière très rapide. C'est plus complexe que ça, mais cette indifférenciation elle naît par le mimétisme et par, je vais un peu trop loin, mais par le mimétisme dans le désir. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu vas vouloir faire un podcast, mais ça peut me donner... Et d'ailleurs, ça c'est un peu le cas, ça me donne envie de faire des podcasts. Donc je vais mimer ton désir. Si ce mimétisme évolue dans le temps de plus en plus, il se peut que beaucoup de gens veuillent faire exactement la même chose et qu'il naisse des rivalités. Et ces rivalités vont petit à petit, ça prend du temps, créer de la violence. Et en fait, il n'y a plus dans ce mimétisme du désir, il n'y a plus de différenciation. Donc la violence va circuler très vite. Et pour conjurer la crise mimétique, René Girard explique que le groupe humain va avoir recours à un bouc émissaire. Donc
Donc il va apparaître un personnage où là, dans la collectivité, il va apparaître de manière assez aléatoire et on va se dire ah, c'est de sa faute. Et en lui mettant tout le poids de la culpabilité, et en le tuant, le groupe se différencie. Et alors il se redifférencie, il dit, il parle dans la violence et le sacré, il parle d'un phénomène. En fait, le sang qui coule, on ne sait pas exactement. Le sang qui coule va. Et le fait que je pense que la collectivité s'est entendue sur une seule violence, et le sang qui coule va créer un effet d'apaisement et de réconciliation. C'est ce qu'on voit avec Thanksgiving, par exemple. Tuer la dinde, c'est pour se réconcilier. Oui. Le barbecue, manger de la viande, c'est convivial. D'ailleurs, je suis végétarienne, quand on est invité à des barbecues, on gêne un petit peu, mais la viande, c'est convivial et tout. Là, ça vient de loin parce que le sacrifice animal a remplacé petit à petit le sacrifice humain d'Abraham. Et le sacrifice sert à réconcilier, à ressouder la collectivité. Et donc, Mais tu disais à la redifférencier, oui, les individus se redifférencient parce qu'ils sont libérés de cette violence, de cette violence, et ils se réconcilient. Dans la réconciliation, il y a de la différenciation tout de suite. Parce que tu n'es plus mon ennemi, parce que je ne dois plus te rendre l'appareil avec donc la loi du talion. Comme tu es, et du coup tu es libre d'être comme tu veux être. Tu es un autre, Et dans le carnaval, d'après toujours René Girard, on rejoue indéfiniment les crises mimétiques. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, et souvent à la fin du carnaval, on brûle un bonhomme en bois. C'est le sacrifice. Partout dans le monde entier. Et donc, quand je vois les gens masqués, en ce moment, je me dis, on est en pleine crise mimétique, symboliquement. Oui. Et quelle sera la victime? Le sacrifice. Quelle sera la victime sacrificielle? C'est passionnant, même si c'est très angoissant. Ça sera quoi? Ça sera les banques mondiales? Est-ce que ça sera les dirigeants du monde entier? Est-ce que ça sera... Il y a une tendance, par exemple, c'est-à-dire les dirigeants du monde entier sont la cible de leur peuple. De leur peuple, bien sûr. Mais il se peut que ce soit autre chose. C'est-à-dire c'est des choses... Il se peut que la victime sacrificielle, elle soit différente. On ne sait pas, c'est vraiment des choses qui sont un peu transcendantes, vu qu'elles embarquent trop de monde. Transcendantes dans le sens, on ne peut pas savoir qui m'a le hirak. Je ne suis pas très impliquée. C'est pas très... Pour être tout à fait sincère, j'ai été observatrice de l'extérieur, quelquefois. Mais ce qui m'a impressionnée dès le départ, c'est le phénomène hirak avant qu'on le nomme. Parce que je trouve que du moment qu'on l'a nommé, il a changé de nature. Mais avant qu'on le nomme, c'était un phénomène transcendant. Parce que presque comme une tempête ou un tremblement de terre, c'est-à-dire c'est vraiment une force extraordinaire et magnifique. C'est vraiment... je pense que tout le monde garde des images. Maintenant, ce qu'on vit avec le Covid, etc. et tout, je pense que c'est des choses complètement imprévisibles qui échappent à la prévision du collectif, de l'individu et tout. Le hirak, c'est quelque chose que personne ne pouvait prévenir. Et surtout, le fait que ça se soit passé, par exemple, sans comment on appelle ça, les mouvements de foule. Le tunnel des facs, j'ai été une fois. J'ai eu très peur. J'avais peur d'un mouvement de foule. Et j'étais hyper impressionnée par la vertu de la foule. C'est quelque chose... C'est-à-dire que c'était assez transcendant. C'est autre chose, c'est un autre phénomène. C'est loin d'être une crise mimétique, au contraire. Et donc, comment tu l'interprètes? Hirak, je pense... Avant qu'il s'appelle Hirak et après qu'il se soit appelé Hirak. Alors, avant qu'il s'appelle Hirak, je pense que c'est un mouvement collectif, transcendant. Je pense qu'il y a... Je suis croyante quand je parle, même si je parle de taoïsme et tout, je crois en la divinité. Je pense qu'il y a quelque chose de un peu transcendant, mais il y a c'est comme si on a été aidé, j'allais dire, par des forces. Des forces qui nous ont gardés, par exemple, en paix entre nous
dans la rue, qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule malgré les conditions, qu'il n'y ait pas eu de grandes, même s'il y a eu des violences bien sûr, mais il n'y a pas eu de... C'est comme si on avait été protégé, guidé, c'est comme s'il y avait un truc sacré dedans. Et qui a, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, qui a débloqué des choses incroyables pour la société, c'est la société tana. Ne serait-ce que le fait de se voir dans la rue, c'est-à-dire l'image de nous-mêmes, une représentation de nous-mêmes dans la rue, et c'est-à-dire un mélange homme-femme, vieux, jeune, etc., toute catégorie sociale, de se voir et de se dire « Ah, on s'aime bien, on se respecte, ah oui, il y a une vertu. » Ouais, dit que la vertu, donc ça a créé un cercle vertueux, bien sûr. Ça a fait que les gens ont nettoyé les rues, après qu'il n'y a pas eu de casse, que les tentatives de débordement n'ont pas été suivies. Tout a été déjoué. Et que ça, voilà, ça a créé le précédent qui a fait que je pense que ça a transformé l'espace public. On avait besoin de ça. Au-delà des retombées politiques et tout, que je t'avoue encore une fois, c'est peut-être pas bien, mais je ne suis pas trop. Je me protège beaucoup, on va dire. Et du moment qu'il a été nommé, le Hirak, c'est devenu, je pense, c'est comme un être vivant, qui est devenu autre chose, qui a dépassé, qui s'est transformé. C'est comme un Pokémon. C'est-à-dire c'est un autre état. C'est pas la même chose. C'est pas, et c'est plus les mêmes personnes qui sortaient. Et ce n'est plus le même imaginaire. Et peut-être c'est devenu une représentation du premier Hirak. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est intéressant, que je ne critique pas du tout. Et voilà. Mais c'est un mouvement qui a impliqué tellement de monde qu'il était, pour moi, qu'il a été voué à un vieillissement rapide. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait rester de manière mobilisée. Le Hirak, il restera pour toujours. Et il a prouvé à tout le monde qu'il était possible de se rassembler en très grand nombre, sans violence, et d'aboutir à certaines choses. Donc, c'est précieux, ça restera toujours précieux. Et voilà. Et bien, c'est des choses qu'on contrôle tellement peu. Je me souviens, j'ai fait un jeune homme qui a un abri de bus. La foule a commencé à crier « Descends, descends ». Une sorte de vigilance. Il ne voulait pas de casse. Et c'était bienveillant. C'est pas descends avec des insultes. C'était très bienveillant. Pour moi, c'est encore une composante qui n'est pas tout à fait humaine. C'est la preuve en tout cas d'existence d'une conscience qui nous dépasse. Oui, qui nous dépasse. Et qui nous porte. Et qui nous porte. Et c'est très bizarre parce que d'habitude, les foules sont le contraire de la vertu. Donc on étudie beaucoup les mouvements de foule quand il y a des grands événements et tout, parce que dans la foule, on va avoir tendance, par exemple, au moindre bruit ou là, à fuir. Peut-être une personne qui va fuir, elle va déclencher que plusieurs personnes vont fuir et qu'elles vont se marcher dessus, il y a des morts, etc. Et en général, une foule est moins vertueuse que l'individu. Et là, c'était presque le contraire. Le contraire. Je ne dis pas que l'individu n'est pas vertueux, mais parfois, quand on voit des incivilités par rapport aux déchets, on peut se dire ça. Oui. Et par exemple, je pense à une foule aussi, par exemple, le Hajj. Oui. Comment tu la définirais, cette foule? La foule de Hajj. Elle est aussi portée par, peut-être Pas forcément, non, parce que pour moi, ça devient même malheureusement... Je ne suis pas du tout contre les rituels, je trouve ça très important. D'ailleurs, on en a manqué avec les histoires de Covid et tout, et c'est très important un rituel, mais c'est très différent parce que je pense que l'esprit de départ d'Al-Hajj, il s'est... Surtout ces dernières décennies, il s'est complètement modifié parce que c'est le capitalisme sauvage. C'est pour ça que je te disais... C'est complètement antinomique, l'islam. Donc c'est un capitalisme tellement sauvage qu'il ne peut pas... Il y a beaucoup de mouvements de foule meurtriers, parce que peut-être ce qui nous lie là-bas, malheureusement, est devenu trop matériel. Mais il y a quelque chose dans l'esprit collectif, quand tu fais les hôtels ou une horloge gigantesque, on dirait un Big Ben. C'est très bizarre, c'est très comme un parc. Il y a quelque chose qui va... Disney, oui, comme un Disney World et tout, qui va nécessairement impacter
Ouais, la foule, je pense. C'est des spéculations, bien sûr. Parce que j'ai toujours hart en quelque chose. La foule. La foule m'intéresse. Ouais. Le collectif, avec l'esprit collectif. Ouais. Ah, il y a eu encore un rassemblement. Et sans masque, hein, les oui, gens étaient sans ça masque. c'est merveilleux. C'est la différenciation. T'as vu? Ouais. Voilà, on Ouais. retrouve la différence. C'est-à-dire que cette parenthèse du Covid, c'est devenu une parenthèse chez nous. Même que c'est, d'un point de vue taoïste, c'est la folie, parce que les rues étaient pleines. Oui. On est passé du plein au vide, du yin, du yang Au yin. au yin, ou là, Oui. accent. Le vide, il est impressionnant. Est-ce qu'on va revenir vers le plein? Nécessairement. Selon la loi du Dao, c'est après le c'est-à-dire que c'est le vide, c'est le plein, après le plein, c'est le vide. Donc forcément, on va revenir vers ça. Sans passer par une victime expiatoire qu'il faudra désigner. Aucune idée, ouais. Si on Oui, croise c'est les ça. deux, ouais. Dans le monde, Là, je veux dire. pense que si les rues se remplissent de nouveau dans le monde, c'est qu'il y aura une victime, ouais. Et il y aura quelque chose de désigné qui va rassembler ce monde. Est-ce que ça va être les banques? Est-ce que ça va être les dirigeants? Est-ce que ça va être les groupes pharmaceutiques sans mettre plein les poches? Est-ce que, bon, ça m'étonnerait, hein, Pourquoi pas, ça peut c'était un arriver. doux rêve, hein, quand même. Mais qu'est-ce qui va nous mettre dans la rue? Je pense que c'est l'avenir des enfants. Et je pense que la victime sacrificielle, c'est forcément les entités qui ont été responsables de cette crise Mais sanitaire. encore faut-il pouvoir les désigner vraiment de Ouais. manière claire. Enfin, ça se dit quand même, ça s'entend. هو كي تشوفي la crise sanitaire هذه c'est bon, je suis conspirationniste, hein, pour être Non, clair, mais c'est pas un gros mot pour Mais moi. qu'est-ce que ça veut dire conspirationniste? C'est pour rentrer dans les cases des... je ne suis pas conspirationniste. Je dis ça, c'est de la provoque. Hein, mais Zalma, si vous voulez, je dis ça quand j'en parle et tout. Si tu veux me considérer comme une conspirationniste, j'ai Vas-y, aucun je souci. te corrige. Aucun problème. Mais le peu de mortalité de ce virus, quand on voit les chiffres, hein, je les ai étudiés de près, c'est pas... Mais quand on voit que 2017 a été bien plus meurtrier et tout, je me dis que ça ne veut pas dire, je ne minimise pas le drame du décès d'une personne malade et tout, hein, de la perte d'une personne. Mais les mesures sanitaires, elles ne sont pas là pour protéger les gens, elles sont là pour établir un contrôle massif des populations, tout simplement, parce qu'un couvre-feu, dans le monde entier, hein, je ne parle même pas de nous, mais un couvre-feu, en quoi va-t-il limiter? Au contraire, les gens se ruent dans les magasins, ils consomment plus. Donc, à un moment donné, ça devient plus qu'évident que c'est un moyen de contrôle. Et là, pour moi, c'est d'une évidence. Ou un moyen de vérifier à quel point on est des moutons, quoi. Et c'est à la fois une expérience, je pense, et en même temps, ça fonctionne, quoi. Mais je pense qu'on n'est pas des moutons, même le can. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le collectif est tellement complexe à mouvoir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va échapper aussi à toutes les prévisions, qu'il ne suffit pas de décider, viens, on va faire une manif anti-couvre-feu, ou là, d'accord, ça va se dégager. Non, il faut un élan vital du collectif. Je pense à Anan Garbolo, parce qu'il y a trop de personnes malheureuses dans ce monde, et notamment, ce qui est très, 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 très grave, c'est les enfants qui rentrent en dépression. Dans le fait de ne pas voir les visages, de ne pas pouvoir respirer, les gamins et tout. Quelqu'un, parfois, ils tombent en somnolence et tout, ils sont déprimés. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose. À un moment donné, c'est ça qui va faire. C'est-à-dire, ça ne peut que faire bouger dans le futur. On a des shortages, mais ça va faire bouger là. On ne va pas le voir venir. Hein. Le truc, on ne sait pas quand, mais ça ne peut que se produire. J'espère en tout cas de notre vivant. Non, j'espère de notre vivant et voilà, j'y crois. J'y crois, c'est un côté haka. Et je crois que c'est déjà, c'est-à-dire le processus, il est déjà enclenché. Et qu'on vit dans le fantôme dans une période fantomatique du Covid, un truc qui s'est déjà cassé la gueule. Il y a quelque chose qui s'est déjà cassé la gueule un peu partout, parce que la période, elle a eu le mérite
de réveiller les gens qui pensaient qu'ils vivaient en démocratie. Je parle par exemple des Européens ou là des amis français. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dirigés par des humanistes ou là, que c'était une nation des droits de l'homme et tout. Non, non. Ou ça y est, donc c'est le capital, c'est le capital, c'est Draham et tout. Ça ouvre les yeux et c'est une prise de conscience qui est mondiale. C'est comme si nous on avait, avec le Hirak ou d'autres mouvements comme il y a eu au Chili, comme il y a eu le Soudan, le Liban après. Les gilets jaunes. Comme si les gilets jaunes, comme si cette prise de conscience avait précédé quand même. Oui, tout à fait. Mais je pense même que le plan Hada, il est venu en urgence pour moi. Génial. En urgence parce qu'il y a des dates haka. C'était quoi le Hirak 2019. Qui m'a 1989. Il y a eu plein de choses en 1989. La chute du mur. Il y a des dates haka. Après 88. Et je pense on était dans une date à la 89 et qu'il fallait un peu réagir. Il fallait lâcher donc le virus, quoi, en gros. Il fallait lâcher le plan, aller filmer les morts et faire la comptabilité des morts et faire des tests PCR selon les cycles. Le nombre de cycles, on détecte plus ou moins le virus. C'était d'une grossièreté inimaginable. Impressionnant. Inimaginable. Alors, on revient à tes dessins. Oui. J'adore ton petit bonhomme là. Moi je l'ai appelé Gavroche, mais Gavroche Meskin. Il est magnifique. Tu sais c'est la première fois dans ma vie que je vois des dessins qui me regardent. C'est-à-dire que je vois des personnages qui me regardent, qui me transpercent, j'ai l'impression. Pour ces derniers dessins en période Covid, je pense que moi-même je suis sidérée par ce qui se passe, par le manque de liberté de plus en plus forte et la sidération, cette sidération elle ressort un petit peu dans mes dessins, mais vraiment comme exutoire. Le soir, quand j'écoute des choses où là je vois des infos anxiogène parfois, que j'arrive pas à m'empêcher quand même de voir ça. Et donc j'ai une anxiété très très forte, très 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 forte. Tu n'es pas la seule, on est tous dans cet état. On est beaucoup comme ça en ce moment. Où cette anxiété, elle demande à sortir. Et, si elle ne sort pas par le dessin, elle va sortir par des douleurs musculaires. Ça peut par des tensions musculaires, le mental qui travaille beaucoup, tout. Et donc le dessin, je pense, c'est une manière de coucher sur le papier. Voilà. Voilà comment je me sens. Parfois, c'est pas dans l'idée de les poster, mais le fait de les poster, de les montrer sur Facebook et tout, ça m'aide aussi. Comme une manière de partager, déjà, de dire voilà. Mais il y a des moments où il est plus joyeux, il est plus vivant, bien sûr, d'autres où il est complètement éteint. Tu fais ça avec C'est un pinceau sec, donc ça peut ressembler à quelque chose comme de l'ordre du fusain. Mais c'est un pinceau qui est sec, un petit peu sec, parfois il y a plus d'encre, et donc ça donne un petit effet de fusain, effectivement. Et il y a un petit côté un peu... Ça rajoute à la noirceur. Parfois, j'ai envie de dessiner des choses un peu plus joyeuses et tout, parce que je me dis quand même, c'est trop. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, mais j'arrive pas. Mais je me nourris, par exemple, là, je me nourris beaucoup de stand-up en ce moment, parce qu'il faut un peu mettre de la légèreté. C'est ça. Mais là, je m'en veux un petit peu de pas générer quelque chose de plus... Mais je pense qu'on a besoin de voir des choses un peu dark pour se dire, ah oui, s'identifier à une émotion. Puis se permettre de vivre l'émotion, ne pas culpabiliser. Pas se dire oui, je suis faible. Se dire que c'est partagé par... Parfois, j'aimerais... mais ça viendra, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Aller vers plus de lumière, j'allais dire. Je pense que ça va venir, Inch'Allah, avec le temps, avec peut-être l'écriture. C'est-à-dire quand l'écriture se mêle du dessin, elle va oui, tu écris moins par contre. Oui, j'écris beaucoup moins. En ce moment, j'arrive pas forcément à écrire. Mais je pense que c'est le récit à l'écriture, là, donc la bande dessinée, dessin, texte et tout. Je pense que ça permet de mettre vraiment des couches avec plus de subtilité, donc plus d'ambivalence. Tu étais en résidence
Les ateliers sauvages, Oui. c'était en plein Oui, en plein Covid, ouais, avec Fella Oui. Topali. Et j'ai vu votre expo à, Ouais. à la fin. Je me souviens, je t'avais parlé de Chris Marker. Je sais pas, tes personnages, Mm. ils avaient déjà des espèces de masques ou de... Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Des masques, ouais. Et des profils un peu presque animaux. Oui, des sortes de chimères. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai que Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là quand tu... alors, ben, les ateliers sauvages, oui, je pense, j'explore toujours des errances. C'est une errance créative même, j'allais dire. Oui. Parce que déjà, en fait, ça fait quand même depuis peut-être 2 ans que je n'ai pas écrit. Donc je pense que le travail aux ateliers sauvages ça m'a permis de réinvestir ou investir pour la première fois la forme plastique sans l'écriture. Donc c'est là où je me suis permis les dessins qui sont venus presque de manière spontanée, c'est-à-dire je réfléchis pas trop. J'avoue, je réfléchis pas trop à la pièce que je crée, mais c'est compulsif. Donc c'est un peu dans la même idée que le petit Gavroche. Et les chimères animaux, humains, enfin. Je sais pas, voilà, j'utilise ça, mais je pense qu'il y a une petite démarche de vouloir recréer du mythe, le mythe ou la symbolique. En fait, utiliser le symbole, même si on ne le maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas trop et je pense que le symbole, il n'est jamais maîtrisé. Mais donc, c'est l'utilisation des animaux comme figure quasi mythologique, ça me permet de symboliser quelque chose sans tout à fait la décrire, ce qui est le rôle du symbole, c'est-à-dire sans tout à fait la percer au jour. Mais tu sais ce que tu veux mettre en symbole? Pas trop. Ouais. Pas trop, mais parfois c'est, par exemple, à un moment donné, avec l'oiseau, je me suis dit c'est la victime sacrificielle. Plus j'avance, plus il se transforme. La signification, je pense qu'elle se transforme. Donc je ne maîtrise pas trop le sens. Et le fait que tu sois avec Fella, est-ce qu'il y a eu une influence l'une vers l'autre? Sans aucun doute. Je pense qu'on a beaucoup discuté. Je pense qu'on a eu le fait d'avoir déjà un observateur, quelqu'un qui observe et dont j'observe le processus créatif a vraiment modifié le processus. Comme on disait, le quantique. Exactement, oui. De toute façon, ça n'aurait jamais été la même chose si j'étais seule, bien sûr. Pour te dire des influences exactes, je pense ni moi ni elle ne Parce que ça ressemblait à une continuité. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous l'avez pensé comme ça, dans la manière, si tu veux, d'exposer les œuvres. Ah oui, dans l'exposition, oui. On a fait un tri de ce qu'on avait fait et tout. On a essayé de voir les liens de parenté. Dans le travail, à part le médium peinture que moi j'ai adopté alors que je ne peins pas, donc et donc c'est là où j'ai rejoint un peu Fella par le médium, mais c'est loin d'être, je pense, c'est loin d'être anodin. Le médium, la forme, elle porte autant que le fond. Et puis il y a le fait de sortir du tout petit format. Ça, ça a dû faire quelque chose. Et voilà. Après, je sais pas, Fella, elle pourra te dire plus de choses la concernant, mais c'était ça, que le fait de tenir un pinceau et de peindre en même temps que la co-résidente qui peint, et adopter son outil quelque part. Et elle a adopté par contre la peinture à l'huile qu'elle n'utilisait pas trop, la peinture à l'huile, et elle utilisait l'acrylique. Donc j'ai commencé avec l'huile parce que je suis une amateur et que la dernière fois que j'ai peint quand j'étais adolescente, j'ai utilisé de l'huile. Donc c'est là où on s'est rejoint quelque part. Tu as commencé à peindre très jeune? Oui, ça c'était vraiment des croûtes, ce qu'on appelle des croûtes. Mais je le faisais avec bonheur quand j'étais jeune, c'est vrai, adolescente. Et tes études, tu as fait l'école des beaux-arts ou... Alors moi j'ai fait architecture à l'EPO, Harache, et puis j'ai fait des études de scénographie à Nantes. Scénographie de théâtre, d'exposition. C'est pour ça que tu parlais du théâtre. Oui. Tu as fait du théâtre aussi J'en ai fait un petit peu, J'ai eu une petite expérience de troupe qui n'est pas allée qui malheureusement n'a pas trop duré. J'étais dramaturge dans une troupe avec une amie metteur en scène. Et puis voilà. Et puis j'ai fait un petit peu des études théâtrales à Montpellier. Pas fini ces études théâtrales et en rentrant à Alger, j'ai travaillé la bande dessinée directement.
Les Beaux-Arts, j'ai fait un bref passage après mes études à l'EPO. Très Donc bref. tu es architecte, mais est-ce que tu, Oui. tu exerces en tant que... Non, j'ai jamais exercé, non. Ça t'intéresse pas Ça ne m'intéressait pas de construire c'est-à-dire de travailler dans un bureau d'études, de construire des choses nouvelles, parce que ça me paraît tellement lourd de responsabilités. J'aurais peut-être aimé travailler dans le patrimoine, mais les études de scénographie, c'était assez idéal pour moi parce que ça rejoint l'architecture Oui, et la scène théâtre. Et la fabrication, enfin... Oui, ouais, parce que c'est un travail sur l'espace, c'est un travail sur les corps ténés. Donc il y avait quelque chose de naturel dans ce processus. Et le théâtre m'a amené à la BD, je pense. Voilà. Donc il y a une petite logique, même si on se perd dans les études, il y a toujours une logique. On pense qu'on a fait ça pour rien, mais en fait, on retrouve... C'est jamais pour rien. Ouais. Et là, tu envisages de continuer encore dans l'écriture? Est-ce que tu t'y remets? Oui. Alors, j'aimerais m'y remettre. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai fait des tentatives d'écriture, mais pas des débuts de texte, peut-être pas qui ne me convoquent pas assez. Mais oui, l'écriture et la bande dessinée, quand même, ça reste un médium qui m'intéresse beaucoup. Et pourquoi pas, j'aimerais bien, à terme, je ne sais pas si je le ferai, mais l'animation. Et sinon, dans ta vie, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? En ce moment, qu'est-ce que tu... en ce moment, j'ai fait une petite fixette sur ce qui se passe dans le monde. Mais en parallèle, j'ai toujours l'intérêt pour la mystique et la spiritualité. Et aussi la mystique, c'est souvent appliqué au corps. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est mais tout ce qui est, toujours pour revenir avec la philosophie chinoise, mais le qi, c'est-à-dire l'énergie qu'on appelle qi, chez les Chinois, c'est une forme d'énergie vitale, spirituelle, tout, qui m'intéresse beaucoup. Les Indiens, ils appellent ça le prana. Et c'est une énergie que j'ai un peu explorée en faisant du tai chi. Le maître Sidali Louani. Sidali, j'ai commencé aussi quelque part avec lui. Qui est un très bon, très bon praticien et pédagogue, un vrai maître. Et donc le tai chi, c'est-à-dire l'exploration par le corps de ces énergies, cette énergie, et de l'équilibre, de l'équilibre de cette énergie, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est une énergie assez physique, totalement physique et fascinante parce que quand on pratique, que ce soit le tai chi ou le yoga, on se rend compte de la réalité. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'on commence à ressentir vraiment, physiquement, et qui se déplace avec l'intention. L'intention et la pensée, exactement. Donc, par exemple, c'est pour ça que dans les arts martiaux, c'est une énergie très importante. C'est-à-dire on utilise dans les arts martiaux l'esprit autant que le corps pour diriger cette énergie-là, parce qu'elle va là où va l'intention. C'est-à-dire si on a des blocages psychologiques, des peurs et tout, cette énergie va stagner, va créer des douleurs. Et par contre, quand on est dans la méditation ou la relaxation ou là une pratique corporelle, cette énergie-là va circuler. Et elle peut circuler de manière harmonieuse, assez rapidement. Et je trouve ça fascinant parce que voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On devrait apprendre à l'école ce genre de circulation énergétique. Et tu peux maîtriser ça. C'est quelque chose d'assez intéressant à explorer dans notre quotidien. On n'a besoin de rien, quoi. C'est comme la méditation, c'est une forme. D'ailleurs, on appelle ça, les Occidentaux, ils appellent ça la méditation en mouvement pour le tai chi. Je me souviens une fois, je faisais des cours de méditation avec une amie, on était aux États-Unis. Ouais. Elle l'a toujours fait, donc elle m'initiait, quoi. Elle m'a expliqué comment s'asseoir et comment se vider l'esprit et tout. Oui. Et à un moment, au bout de quelques semaines, je la regarde et j'ai eu l'impression qu'elle sortait de son corps. Elle. Wow. Et quand on a fini, le soir, en fin de journée, elle me raconte qu'aujourd'hui, elle me dit aujourd'hui j'ai ressenti quelque chose, je me suis sentie sortir de mon corps. Je lui dis, mais je l'ai senti. Wow. Je lui dis, c'est fou parce que moi j'ai senti quelque chose qui est arrivé. Et d'ailleurs on s'est regardé, alors que d'habitude, non, on est vraiment chacune dans
Alors je me dis, est-ce que c'est réel ou est-ce que je l'ai inventé? Mais qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là, quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé C'est cette sensation des expériences de, comment on appelle ça, d'état de conscience modifié qui sont étudiées. Hein, c'est pas, mais c'est des choses, pour moi, c'est de l'ordre du réel, surtout si vous êtes deux à en avoir, c'est-à-dire ce n'est pas qu'une intuition ou qu'un pressentiment, un sentiment plutôt. Mais parfois, il faut faire confiance à certaines intuitions. Il faut faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on va aller trop loin, mais c'est très intéressant d'expérimenter ces choses-là d'un point de vue de soi-même. Et donc de faire confiance à ce genre de sentiments. C'est des états de conscience modifiés. Il y a des gens, j'y crois, hein, parce qu'il y a un cas, j'ai oublié le nom, le type, mais il y a des personnes qui font, par exemple, qui parlent de voyages astro, des sorties de corps. Et il y a un cas justement, Nicolas Fressier, mais qui a été étudié par une équipe et qui a vérifié plusieurs fois ce qui se passait dans une autre pièce, par exemple, des images ou la projeter, par une équipe de scientifiques. Et puis il y a aussi ce qui me fascine et qui va donner des indices sur la nature complexe de la conscience, c'est les expériences de mort imminente. Et les rêves aussi. Donc, mais aussi, pour revenir à des choses peut-être moins impressionnantes, il y a eu des études sur les grands méditants tibétains, les Rilham des IRM pendant qu'ils méditaient et tout, et ils ont observé des structures, c'est-à-dire des activités très très atypiques. Et donc il se passe vraiment quelque chose quand un vrai méditant médite. Il se passe vraiment quelque chose physiquement, même si ça ne se voit pas. Alors on est au Moyen Âge pour comprendre ces choses-là. On est au Moyen Âge de ces choses-là. Et alors qu'on porte tous en nous cette capacité. Cette capacité, mais à force de nous dire non, corps et l'esprit et l'intellect, à force de séparer corps et esprit, des choses qu'on expérimentait enfant naturellement vont devenir c'est n'importe c'est n'importe quoi, t'as dû rêver. Et le rêve aussi, quand même, c'est quelque chose. C'est un autre monde dans lequel on vit. Et dans les rêves, ça révèle une autre réalité du monde. Oui, c'est un grand mystère. Il y a des spiritualités, exactement, si ce n'est pas dans les Védas ou là, mais qui considèrent l'état de rêve et de veille comme étant équivalent. Après tout, on ne sait pas où est le rêve, où est l'état de veille. Et ils considèrent un troisième état, c'est l'état, je crois, de non-manifestation. C'est les états où ni on rêve, ni en état de veille. C'est plus des moments d'endormissement où il n'y a rien. Il n'y a rien, où des méditants aussi arrivent à cet état-là. Et donc oui, c'est vrai que le rêve, même les taoïstes aussi, il y a une fameuse petite histoire où il y a une sorte de valet qui travaille pour l'empereur. Il a dans les 80 ans, il travaille beaucoup pour l'empereur. Donc, il y a des gens qui viennent le voir, qui lui demandent « Mais vous devriez vous reposer, vous êtes trop vieux pour pas une vie pour un homme de votre âge et tout. » Le roi, il va leur dire une chose, il va leur dire 12 heures par jour, je suis le valet du roi, mais quand je m'endors, le roi devient mon valet. Et vu que ces réalités sont équivalentes en termes de temps, en fait, les deux, ça s'équilibre. Kimaya dans Lietze aussi, le rêve c'est je crois un empereur qui se rêve papillon, mais à la fin on ne sait pas si c'est le papillon qui se rêve empereur ou l'empereur. Oui, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est... Enfin, il faudrait savoir ce que c'est que la réalité. Le réel, D'où c'est vraiment la philosophie orientale, elle penche vers ça. Mais nous, on en fait souvent un problème. Enfin, les sociétés modernes, pas les sociétés traditionnelles, parce que je pense que les sociétés traditionnelles interprétaient les rêves. Il y avait une tradition de compter le rêve. De conjurer le mauvais sort, il faut raconter quand c'est un cauchemar. Nous, on a ça dans nos traditions. C'est très important. Je ne sais pas si tu connais Toby Nathan, il en parle, c'est très intéressant sur le rêve. En fait, le rêve est amené à être interprété par un tiers, mais s'il n'est pas raconté, il n'a pas de pouvoir. Il n'a plus donc il devient efficient quand on le raconte à quelqu'un de bienveillant.
et que cette personne-là nous donne son point de vue et tout, il devient agissant sur notre vie. Et le rêve prémonitoire quand même, il existe, c'est quelque chose. Oui, ça c'est aussi, donc ça c'est... C'est comme si on voyageait, c'est ce que tu appelles ces morts, les expériences de mort imminente. C'est comme si on voyageait dans l'avenir, parce qu'ils existent, des rêves prémonitoires. Bien sûr, j'en ai fait au moins un dans ma vie. Pour le raconter rapidement, j'ai rêvé que... J'avais 12 ans, là j'ai rêvé un volcan explosé dans la ville de Sig. Mais je ne connaissais pas Sig. 2 jours plus tard, il y avait un tremblement de terre à Sig, 2 jours plus tard. Donc moi je ne connaissais pas Sig, la ville, je ne connaissais pas cette ville. Bon, on peut se dire que c'est un hasard et tout. Mais j'ai eu un drôle de... En tout cas, ça donne l'indice qu'il y a une partie de nous qui est hors temporalité. C'est ça. Il faut l'accepter. Qui n'est pas dans l'espace-temps et qui nous envoie des souvenirs du futur, ce qu'on appelle. Parce que dès que le futur nous a marqués, par exemple, dans une réalité parallèle. Donc ça nous revient en pleine... Il suffit d'être ouvert à ça, tout en restant ancré toujours. Ne pas, par exemple, avoir une sorte... Il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle un ego spirituel, donc qui commencent à expérimenter des choses et tout, forme de toute puissance. Et donc c'est dangereux parce que... Ou là, qui ont des certitudes. Il ne faut pas avoir de certitude. En gros, il faut juste expérimenter, se dire, se faire confiance à ses sentiments, à ses intuitions, mais douter toujours. Écoute, je vais te demander... Je t'avais dit peut-être que je te demanderais si tu as une idée d'une mesure à proposer et tout. Et puis juste avant, tu as parlé de l'enfance et tu as dit peut-être qu'il faudrait enseigner aux enfants ces sagesses. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire qui pourrait améliorer la vie, qui pourrait... Je pense, même à un niveau tout petit, abordable, faisable par tout le monde. Je pense, je ne veux pas dénigrer les sports comme le foot ou pas du tout. Mais par exemple, c'est vrai que des pratiques énergétiques pour les enfants, du style tai chi, yoga et même méditation, ça serait un outil précieux pour eux. Parce que ça leur permettrait, si c'est un apprentissage très laïque, lié aux religions ou aux spiritualités orientales. D'ailleurs, il y a des formes, on appelle la pleine conscience et tout, des formes qui ont été, des formes de méditation qui sont intégrées à la médecine et tout. Les outils donnés à des enfants, à des générations entières, ça peut faire beaucoup de bien. Ça, il peut y avoir un programme, il peut y avoir des sœurs qui viennent de Chine, avec des pratiques pour aider les jeunes, les enfants à gérer peut-être ce que nous, on n'a pas réussi. Mais pour l'instant, je ne nous condamne pas à gérer, c'est-à-dire l'intériorité, travailler sur son intériorité par soi-même tout le temps. Et nous, en tout cas, ici en Algérie, on peut encore, parce qu'on n'est pas encore trop, on n'a pas encore trop échappé à cet aspect-là de la nature. Du moins, peut-être pas dans les villes, mais dans beaucoup de régions. Oui. Il y a encore, vraiment, je pense, beaucoup de savoir. Il suffit de les valoriser, ces savoirs-là. D'être à l'écoute. Et voilà, et de ne pas faire j'allais dire en termes de sport, de focaliser sur le football ou offrir d'autres choses. C'est bien le football, j'aimais bien jouer quand j'étais petite, mais ça ne devrait pas être un sport aussi dominant dans le monde entier, parce que ça ramène beaucoup d'argent. Si ça fait tache d'huile, s'il y a plus de professeurs, même de yoga et tout, que ça devient moins cher cette année, tout. Je ne parle pas du tai chi, mais des cours de yoga, parfois c'est un peu cher. Merci Nawel. Merci vraiment pour la discussion. Voilà, Tangente, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un autre entretien. En attendant, prenez soin de vous. Salut. Tangente, le podcast de Hajar Bailly. Hajar Bailly. Hajar Bailly. Hajar Bailly. Hajar Bailly. Hajar Bailly. Hajar Bailly.